D3, les podcasts culturels de Tanger et du nord du Maroc. Hassan Echaer est l'une des figures notoires de ce que l'on appellera la troisième génération des plasticiens contemporains au Maroc, dans le même temps que Maï Ben Bin, Mouhadj Bari ou Mounia Touis, par exemple. Fils du Jbel et du Détroit, il enseigne désormais et depuis une trentaine d'années à l'Institut national des beaux-arts de Tétouan, après en avoir lui-même été un étudiant et ensuite avoir rejoint les écoles des beaux-arts d'Amiens puis d'Angers dans les années 90. L'actualité du plasticien est des plus chargées ces derniers mois, sortant de l'exposition collective Impress à Galerie Kent, avant de s'engouffrer le 24 février prochain dans une exposition individuelle à Dardar, à Tanger, aux côtés des mots du poète syrien Nouri El-Jarrah, avec lequel il publie un livre d'artiste à la Maison de la Poésie de Tétouan, en même temps qu'un titre chez Méridiane avec des poèmes de Philippe Guiguet-Bologne et l'accompagnement du dernier ouvrage d'Abdelhak Najib chez Orion. Il participe aussi à la 11e édition de Musécole, les arts modernes, aux côtés de Selfati, Amina Benbouchta et Christophe Serino, et à la Espiral, une exposition collective qui tourne en ce moment dans les Institutos Cervantes du Maroc. Un moment représenté par la galerie Cuba de Rabat, les galeries Loft et Noir sur Blanc à Casablanca, représentant d'une interprétation marocaine de support surface. La plupart de ses enseignants et mentors furent de remarquables membres de ce mouvement. Hassan Echaer est passé par les prestigieux espaces de la Villa des Arts, de Bab Rouha pour un hommage à Mohamed Kassimi, par la Galerie de la Croix, le Goethe-Institut, l'Institut français de Tétouan et bien sûr l'Instituto Cervantes, si bien implanté dans sa ville natale. Résident de la Cité des Arts de Paris en 2001, Hassan Echaer a aussi représenté le Maroc dans des événements organisés au Mali, Bamako en 2007, en France, Paris, Lille, Marseille, en Espagne, Madrid à la Casa Arabe, Barcelone, Majorque, Dénia, au Portugal, à Sintra et Ponte del Sor, en Tunisie, aux États-Unis, au Liban, dont une invitation du palais de l'UNESCO. Hassan Echaer est un artiste septentrional, ancré dans la tradition moderniste. Il peint plus qu'il ne communique et il pose sans phare tous les problèmes liés à son art et à son temps, alimentant ainsi de précieux débats. On le trouve maintenant dans son atelier, qui fut celui de Saad Benchefaj, dans la Médina de Tétouan, bel espace qui forme désormais une étape culturelle incontournable pour les visiteurs de sa ville. Nous avons pris nos habitudes dans la très belle maison d'hôtes d'Art Saba qui a une superbe collection d'art contemporain. Et c'est un peu lié à cette collection d'art contemporain, un peu du fait de cette culture de l'art contemporain que nous faisons des entretiens de plasticiens ici de plus en plus régulièrement, puisque nous sommes dans un milieu vraiment propice à ça. Aujourd'hui, nous recevons Hassan Echaer, qui est un grand plasticien de Tétouan, qui fait partie de la troisième génération des plasticiens marocains. Alors justement, Hassan, bonjour. Comment te situes-tu par rapport à l'histoire de l'art marocain ? Alors, c'est une question très importante que je me suis vraiment jamais posée. Enfin, je pars du principe que j'ai pas choisi ma date de naissance et j'ai pas choisi mon époque où je devrais vivre. Si j'ai le choix de choisir une époque où je devrais vivre, je choisirais pas celle-là. Mais bon, je suis là, alors du coup, j'essaie un petit peu surtout d'être utile et de profiter et de proposer et de vivre et d'apprendre des gens qui m'ont précédé et de vivre avec les gens avec qui je vis, je partage et je partage aussi l'histoire et l'époque et le temps.
et aussi de projeter mon travail vers l'avenir pour pouvoir aider les autres à mieux comprendre ou à mieux appréhender l'art ou à mieux faire de l'art. Je veux dire, le travail de classement, c'est pas vraiment mes préoccupations, c'est pas vraiment la question que je me pose parce que c'est un travail d'historien, de théoricien ou quelqu'un qui classe. Moi, je profite surtout des choses qui m'entourent, que ce soit ici ou ailleurs, des choses qui m'arrivent jusqu'aux mains, au niveau, que ce soit livre ou texte ou poème ou image ou télévision ou cinéma, qui ont été réalisés un peu partout dans le monde et qui me touchent personnellement, qui m'aident à être plus sensible, qui m'aident à être plus efficace ou plus vrai ou plus juste. Oui, mais par exemple, on peut comprendre que Gérard Garouste est une position extrêmement singulière parce qu'il vient d'une histoire de l'art qui a 2000 ans. Or, toi, tu fais partie d'une histoire de l'art marocaine, on va dire musulmane, qui est finalement très fraîche, qui est née avec le colonialisme. Comment te situes-tu par rapport à ça? Donc, oui. Parce que tu fais partie des fondateurs encore, finalement. La question, elle est très compliquée et très simple. En même temps, moi, si je me revendique en tant qu'artiste, je me revendique en tant qu'artiste ancestral. Je m'enracine très, très profondément, très, très, très loin dans l'histoire. Mais pas seulement en tant qu'histoire de marocaine, mais de l'humanité en général. Parce que mon travail n'a rien à voir avec l'identité locale ou régionale ou ethnographique. On reviendra là-dessus. Mais la question de l'histoire de l'art, parce que la question de l'histoire de l'art, c'est une proposition purement occidentale. Et l'Occident, il y a quelques siècles, 3-4 siècles je crois, qui s'est installé au centre du monde et au centre de l'univers et s'est positionné soi-disant dans la vérité. Et c'est lui qui décide de classer tel, de rejeter tel. Et c'est pour ça qu'on entend un peu des mots comme outre-mer, comme l'au-delà, comme art africain, comme art précolombien, comme art asiatique. Mais on n'entend jamais art européen, art quelque chose. C'est art tout court. C'est art tout court. Quand il s'agit de l'Europe, c'est art tout court. Et après, eux, c'est au centre de monde. Indiscutable et tout ce qui tout autour il devrait être classé soit ethnographique, soit préhistorique, soit outre-mer, soit au-delà, enfin il y a plusieurs mots qui qualifient, mais ces mots c'est toujours à la limite du péjoratif, c'est toujours à la limite de quelque chose qui est d'un autre ordre, qui n'est pas un ordre de réflexion ou un ordre de sensibilité. Et moi je refuse un peu ce classement, enfin je le refuse pas, mais je veux dire je fais même pas attention. Je fais ce que j'ai envie de faire et avec les moyens que j'ai pour le faire et voilà. Mais si on peut revenir un peu à la définition de l'art, il y a beaucoup de définitions de l'art, chacun de nous fait sa propre définition de l'art, mais l'art c'est quelque chose d'humain, de culturel, c'est-à-dire c'est pas naturel, c'est culturel, et quand on en dit culturel, ça veut dire de l'humain vers l'humain. Et du coup, c'est art. Il fallait seulement que Pompée se situe en Italie et que le Vatican aussi en Italie, qu'il y a eu du mouvement, que l'Occident avec le christianisme, ils ont profité un petit peu de l'image pour pouvoir diffuser la religion, pour pouvoir l'illustrer. Et après, ils en ont fait un pouvoir et c'est très bien. Et après, les choses ont déroulé autrement, que les artistes ont pris de la distance par rapport à ces sujets, que ce soit figuratifs, que ce soit illustratifs, que ce soit religieux, que ce soit historique, que ce soit militaire, que ce soit bourgeois, que ce soit tout ça, pour pouvoir, à la fin du 18e siècle, vers le 19e, pour pouvoir traiter l'art en tant qu'art avec une réflexion derrière, que ce soit au niveau plastique, pur, technique, mouvement, composition, tout ça, que ce soit au niveau, donner une fonction de l'art pour pouvoir traiter ce qui touche l'humain, comme l'expressionnisme, comme le rêve, comme tout ce qui touche l'humain en tant qu'angoisse, en tant que fierté, en tant que conception, en tant que réflexion, en tant qu'idée, en tant qu'autre chose. Dans chaque côté du monde, il y avait des pratiques. Par exemple, chez nous, le mot art n'existait pas. Il y avait sana, c'est-à-dire le métier. Et je crois que même l'artisanat. Non, pas l'artisanat. Non, c'est pas l'artisanat. L'artisanat, c'est un terme péjoratif qui a diminué le mot art. Enfin, c'est pas la même chose. Enfin, la sana, c'est la finesse. Le savoir-faire. C'est le savoir-faire fin. C'est la finesse. Mais je crois que 18e, 19e siècle, on n'appelait pas un artiste peintre. On appelait juste un peintre. On n'appelait pas un artiste sculpteur, c'est juste un sculpteur. On n'avait pas le nom que, par exemple, Rodin, c'est pas un artiste sculpteur, c'est un sculpteur. Rubens, c'est un peintre. Oui, mais il a fallu que les sculpteurs ne sculptent plus pour qu'ils deviennent des artistes sculpteurs. Voilà, ça c'est très bien dit. Alors, si vous voulez dire le classement au niveau des générations, parce que personnellement, que ce soit moi, je crois que les gens de ma génération, ou même les gens qui ont précédé un peu ma génération, je crois qu'ils ont appris l'art à l'occidental.
parce que les premiers crayons c'était occidental, le papier c'est occidental, l'analogie, la représentation analogique c'était à l'occidental, et même étant jeune, qui a suivi des formations à l'école des beaux-arts de Tétouan en premier temps c'était à l'occidental avec des statues grecs, romains, tout ça, et après il y avait l'anatomie, il y avait la composition, tout ça à l'occidental, et une autre partie, je suis parti en France où il fallait me détacher un petit peu de ce côté académique que j'avais à l'occidental, que j'avais appris au Maroc, pour pouvoir me retrouver autrement, retrouver mes vraies idées, ma manière de voir autrement. Et c'est très difficile de se classer. Mais au niveau âge, je crois que je fais partie un peu de la troisième génération, enfin au niveau âge, tu vois, au niveau de temps. Ça veut dire la génération, elle est venue des années 50, 60, 70, 80, 90. Les derniers, je crois qu'il est décédé il y a 2 ans, 3 ans. Mlehi, oui, c'est ça. Parce qu'il y en a un qui reste encore vivant. Je sais pas. Il y a Bourguiba, Omar Bourguiba, je crois. Il y a aussi, je crois que c'est l'année dernière, Omar Bourguiba. Voilà, mais ces générations-là, ils ont beaucoup fait pour moi. Enfin, je veux dire, moi étant jeune, j'ai rêvé d'être comme eux, ne serait-ce au niveau de l'allure, au niveau de la coiffure, au niveau de ce silence, au niveau de cette intelligence qui était cachée derrière, enfin, un silence. Enfin, il y avait un côté mystique chez eux dans les vernissages, quand on les voit. C'est vraiment c'était des stars. Et du coup, c'était pratiquement des moments cultes pour moi, et quand je voyais leurs travaux, je comprenais rien, franchement, j'affirme que je comprenais rien, mais pour moi c'était une extase, pour moi parce que je comprenais rien, alors du coup c'était très intéressant. Tu comprenais ce que tu voulais comprendre? Enfin, je comprenais rien, mais je respectais énormément, même ce que je comprenais rien. Et qu'est-ce que t'ont apporté ces pères fondateurs? En faisant partie de la troisième génération, juste après les Ouazani, les Miloudi, juste après tous ces gens-là, tu as à la fois fréquenté de près les pères fondateurs et en même temps, tu es dans la génération qui peut s'émanciper. Qu'est-ce qu'ils t'ont appris et comment as-tu pu t'émanciper d'eux? Déjà, la période des 5 ans des Beaux-Arts que j'ai passé en France, ils m'ont beaucoup formaté parce que le système n'est pas le même. Ici, l'art était un peu mystérieux, tu vois. L'art était un peu mystérieux, il n'était pas très encouragé par le système, non plus par la société, encore moins par la famille ou les familles, parce qu'on croyait que l'art c'est quelque chose de marginal, et souvent les artistes ils étaient un petit peu marginaux. Parfois ils s'installaient un petit peu dans cette marge. Mais en partant étudier en France, je savais dessiner, je savais peindre parce que j'avais passé quand même 3 ans d'initiation au Maroc, et le premier contact que j'avais avec des profs qui étaient des profs éminents comme Guylaine Vapro, qui était une prof de sculpture, une artiste sculpteur incroyable, elle était vraiment très très intéressante. Il y avait Francis Limira que j'admire beaucoup. Il y avait aussi le prof de gravure Denise Zayon et Daniel Levig. C'était des gens, enfin des artistes assez connus dans leur milieu à l'époque. Et ils m'ont posé la question. Ils m'ont dit, écoute, ces choses-là, nous on le sait, on en appelait les musées, et même les musées des 3e catégorie, 5e catégorie, il y a des choses comme ça. Je veux dire, nous on a fait la révolution contre ça. Mais pourquoi vous vouliez apprendre des choses qu'on a nous à laisser tomber et que ça ne nous intéresse plus? Là, tu parles du savoir-faire. Oui, du savoir-faire. Parce que je ne savais pas parler. Enfin, il n'y avait que le savoir-faire. Il n'y avait pas de concept, il n'y avait pas d'idée. Il y avait juste cette volonté d'artiste, cette volonté d'un jeune qui voulait devenir artiste. Alors, j'ai commencé par le commencement, c'est un savoir-faire. Et après, la sensibilité, les choses sont venues grâce aux profs ou grâce à l'école, parce qu'ils m'ont vraiment poussé à se creuser en moi-même. Je veux dire, et pour pouvoir y arriver, c'était pas du tout évident, parce que j'ai failli me faire virer de l'école, parce que je faisais beaucoup de résistance, et en plus, j'étais incapable de réfléchir, j'étais incapable de penser. Il fallait vraiment avoir l'opportunité ou la chance à l'école d'Amiens où j'étais. Ils ont ouvert un département de cinéma expérimental de vidéo art. Et du coup, ils m'ont déplacé. Ça veut dire, ils m'ont sorti de l'atelier de peinture et de dessin. Et ils m'ont mis tout de suite dans l'atelier de l'infographie et de vidéo art avec des moyens nouvelles et la nouvelle technologie, tout ça pour pouvoir reprendre les choses d'une autre manière. À zéro même. À zéro même, oui. Voilà, à zéro. Et c'est là où j'ai appris à réfléchir. Tu ne voulais pas quitter ton savoir-faire. Tu ne voulais pas quitter l'académisme. Non, c'était ma fierté, mon savoir-faire. C'était vraiment ma fierté. C'est toujours c'est ma fierté. C'était ma fierté. J'étais complètement enveloppé par cette coquille de savoir-faire. C'est-à-dire, pour moi, c'était ça. Parce que j'ai appris l'art en reproduisant Léonard, Raphaël, Géricault, Rubens, tout le monde. Enfin, Rembrandt. J'ai appris l'art par le savoir-faire des maîtres. Et je croyais que l'analogie, c'était ça, l'art. Et avec les artistes marocains qui faisaient autre chose, il y avait assez souvent des expositions, enfin surtout à Tétouan, parfois à Tanger. J'ai vu très très peu d'expositions à Rabat parce que je me déplaçais pas vraiment beaucoup. Et pour moi, étant étudiant de l'art, je me disais que c'était pas le moment de faire ça. Il fallait apprendre la technique d'abord. C'est-à-dire, je résistais contre cette ouverture vers autre chose que le savoir-faire.
En fait, t'étais moulé à l'école Bertucci, quoi. Voilà, j'étais moulé, gentiment dit, mais... oui, coincé. Coincé. C'est comme quelque chose qui a beaucoup d'avantages, parce que déjà dans l'analogie, dans le savoir-faire analogique, c'est observer, sentir, comprendre et représenter. Alors que ce soit figuratif ou autre chose, ça veut dire observer un objet concret devant, le sentir, le comprendre et savoir le représenter. Et ces techniques, je les utilise même maintenant. Et je l'utilise aussi avec mes étudiants pour pouvoir le faire comprendre leur entourage propre. Ce qu'on appelle un dessin objectif. Mais tu as donc dû apprendre à casser la coquille de ce savoir-faire pour pouvoir apprendre à penser ton art, à penser la peinture, à penser l'acte de peindre. Enfin, je suis arrivé à une époque où, en France, je sais pas comment c'est le cas maintenant parce que ça fait quand même ça fait 35 ans exactement. Et à cette époque, ça veut dire les profs que j'avais, c'était des profs qui avaient 42 ans, 43 ans, 45 ans, 50 ans. C'était des profs qui ont fait le mai 68. Et ils avaient encore la pêche, ils avaient encore l'énergie, ils avaient encore l'enthousiasme et surtout, ils avaient un esprit extrêmement positif, gauche, et très généreux. Et après, ils m'ont dit, écoute, nous, on vous a accepté dans cette école parce qu'on croit en vous, parce que vous avez quelque chose à nous donner. Mais c'est pas ça qu'on voulons. Nous voulons autre chose que vous savez pas encore. Et moi, en me parlant comme ça, parce que je respecte énormément mes profs, je les aime et je les respecte. Et je dis, ces gens-là, il y en a 2, 3, 4 qui me disent ça d'une manière un peu différente ou de temps différent. C'est pas qu'il y a quelque chose, mais moi, je me comprenais pas moi-même. Et c'était un peu le cas de toute génération, de toute ma génération. Ça veut dire, on vit formellement d'une vision, mais réellement, on est autre chose. Et là, 3000 km de chez moi ou à 4000 km de chez moi, avec une autre langue, avec une autre manière de vivre. Et c'est là où j'ai commencé à creuser dans les textes de Mohamed Choukoul que j'avais lus en cachette, des textes de Barradak, ou bien certains textes que le prof de collège et de lycée nous ont donné à lire, et parfois certains morceaux musicaux, que ce soit Andalou, que ce soit Nasr Riwan, que ce soit Gnawa, que ce soit où je me suis accroché pour pouvoir chercher mon identité. Parce que étant jeune ici, il y avait une distanciation par rapport à ma propre identité. J'avais pas assez de recul pour pouvoir me voir moi-même ou voir ma société. Et c'est ce voyage en France qui m'a permis de me voir moi-même avec une distance. Et surtout, les études en France, c'était à base de concepts. Ça veut dire, il y avait des exercices, mais des exercices, c'est pas des exercices pratiques. À chaque fois, il fallait poser une question. Dans les ateliers de couleur, il fallait poser des questions sur la couleur. L'atelier de dessin, il faut poser la question sur le dessin. L'atelier de volume, il faut poser la question sur le volume. Et à partir de 3e année, il faut se poser des questions à soi-même. C'est-à-dire pourquoi je fais ça et du coup, les profs, ils étaient là pour pouvoir apprécier. Ils ne jugent pas. Ils apprécient. C'est-à-dire ils voient un petit peu la question que vous avez posée, ils voient un petit peu les éléments que vous avez choisis, que ce soit les éléments formels plastiques, que ce soit les éléments concrets pour pouvoir réaliser. Et ils voient aussi la technique. Est-ce que c'est cohérent? Et après, eux, ils apprécient. Ils disent, écoute, le sujet est très intéressant, mais la technique ne suit pas ou les matières que vous avez choisies ne correspondent pas. Il faut revoir. Et du coup, c'est une très très bonne manière de pousser l'étudiant. Enfin, il y avait une question finale qui était la question de projet de fin d'études. D'ailleurs, que c'était la question sur laquelle je travaille encore. En fait. Oui, depuis que tu es sorti de l'école des Beaux-Arts d'Amiens. Angers. Amiens, en premier lieu, c'est là où j'ai un diplôme d'infographie vidéo art et cinéma expérimental. C'est eux qui ont cassé la coquille. C'est eux qui ont cassé la coquille. Et après, je suis allé à Angers. Et c'est à Angers que tu as trouvé. Et c'est à Angers où il y avait des profs de pour surface, notamment Jean-Pierre Pincemal, il y avait Bernard Monino, Francis Limera aussi qui s'est déplacé. Il y avait d'autres profs aussi qui étaient Édouard Baron qui était très intéressant. Tous d'immenses artistes. Hein. Voilà, et il y a Cognier, des monstres. Des monstres sacrés de l'art contemporain de support surface, effectivement, que tu as fait venir à Tétouan. Oui, qui sont venus à Tétouan. Ils sont venus à l'école des Beaux-Arts, tu les as invités. Deux, trois qui sont venus à Tanger pour exposer, et je les ai invités avec un très grand plaisir. Et on s'est retrouvés aussi dans une exposition à Casa, et ça fait vraiment plaisir. Et à Angers, on était vraiment des petits artistes sans voir l'étiquette d'artiste, c'est-à-dire sans signature, sans rien du tout. Et chacun avait son coin, et pour pouvoir avoir un espace à l'école, il fallait un sujet. Il fallait que l'artiste, c'est-à-dire le jeune, présente un sujet, écrit. Ça veut dire il y a un titre, il y avait une présentation, il y avait une conclusion, il y avait aussi une démarche et même un budget. L'art contemporain, c'est ça. Vraiment, c'est-à-dire ils nous ont appris à bien rédiger. Et nous, au début octobre, on faisait la queue devant tous les profs. Et les profs regardaient un petit peu. Nous, on pitch un peu le sujet pour pouvoir dire, écoute, quand j'ai choisi l'atelier de la verrière, parce que j'ai besoin de la lumière, parce que je fais des dessins contemporains, j'ai besoin de travailler avec l'ombre, et après, lui, il lit comment j'ai rédigé mon texte et comment les références que je choisis, est-ce que j'ai mis un peu de la passion. Et après, il refuse, ils acceptent en fonction
question de comment ils apprennent les sujets. Et c'était pas évident. C'était pas évident parce qu'on n'avait qu'une semaine pour pouvoir pitcher. On était pratiquement une soixantaine. Et les profs, ils étaient là, ils sont fatigués, ils ont faim, ils ont soif, ils veulent voir, ils viennent tous de Paris, ils ont un train à prendre et tout ça. Et il faut vraiment être très pertinent, très pointu. Très pointu pour pouvoir décrocher l'atelier. Parce que si on n'a pas d'atelier, on n'a pas d'unité. On n'a pas d'inscription. On n'a pas d'inscription. Enfin, on a l'inscription à l'école, mais on n'a pas l'inscription à l'atelier. Et le prof, il va pas nous voir dans le café, il va pas nous voir dans la classe, il nous regarde dans notre atelier. Il va venir nous voir dans notre atelier. Et c'était aussi des contraintes extrêmement compliquées. Moi, j'avais vraiment de la chance parce que j'avais cette double culture. C'est-à-dire, je savais comment penser en France, comment on réfléchissait en France, comment on pensait, et aussi j'avais un côté un peu mystique, un peu mystérieux, un peu, enfin eux ils ont appelé ça folklorique, pittoresque et même ethnographique, mais c'était un petit peu mon jardin secret. Ça veut dire que je creuse de ma propre culture que j'avais commencé à apprendre par les lectures et par l'ethnographie, par l'archéologie, par la sociologie, par la philosophie, et commencer à les exploiter. J'ai commencé à les exploiter, et premier sujet, je crois que j'ai très envie de revenir. Je crois que je vais revenir après ma retraite. C'était le mendil de maman. Il y avait un mendil de maman. Jiblia, oui, maman Jiblia, elle est d'origine de Tangemed, voilà. Et ce mendil, je l'ai jamais quitté. Tu l'as jamais laissé? Oui, je l'ai mis. Enfin, il est toujours. Parfois, il était dans mon sac aussi. Enfin, il était dans mon cartable. C'était l'odeur de maman. Enfin, je dirais, maman. Et c'est très important pour moi. Et du coup, une fois, j'étais complètement coincé. J'étais déprimé. Vraiment impossible d'avoir une idée et tout ça. Et ils m'ont donné pratiquement 30 minutes pour pouvoir sortir une idée. Et je sors le mendil maman, je dessine d'une manière analogique. Tu vois, avec les drapés, les plis et les replis. Tu vois, le caché, montrer, caché, cette rayure et tout ça. Le mendil quantique. Oui, le mendil quantique, voilà, exactement. Très bien. Il y avait Pince-Main, tu vois, qui est venu. Il m'a dit, vous avez fait mieux que Buren. Quand tu disais que tu étais pittoresque, j'allais te dire, mais tu n'étais pas plus pittoresque que Buren ou Viala, voilà. Qui sont aussi extrêmement pittoresques dans leur style. Et Pince-Main, il m'a dit, écoute, vous avez mieux fait que Buren avec les rayures. Et toi, tu as fait les plis dans tout ça? Moi, j'ai fait les plis, et après, il m'a dit, c'est quoi ça? Enfin, je veux dire, il y avait un mot qui était sorti, je sais pas d'où, sûrement je l'ai vu dans un film ou dans une pièce de théâtre. J'ai dit, c'est ma peau. Ma peau, c'est mon identité, c'est ma physionomie, ma physiologie. Il y a une peau naturelle et une peau culturelle. Ça, c'est une peau culturelle qui me donne forme. Et j'ai commencé à parler comme ça. Et du coup, les profs, ils ont trouvé ça très intéressant. Ils m'ont accepté dans cet atelier de dessin et de peinture, et j'ai travaillé toute la 4e année, c'est-à-dire 90-91, sur le thème de Mendil. C'est lui qui m'a ramené sur un autre sujet, une autre dimension, avec une autre question, enfin, je veux dire, de projet de fin d'études. On devrait faire juste un rapport qui explique un peu la démarche du travail. Et la question que je me suis posée par rapport à ça, c'est une question d'espace. Le rapport espace-humain-temps. Et la question que je me suis posée, c'est pourquoi l'être humain, quelle que soit sa fonction, quelle que soit sa nature, quel que soit son pouvoir, construit des immeubles, construit des châteaux, construit des villes, et condamne l'espace naturel à jamais. Et jamais les générations qui vont suivre n'auront l'occasion de voir l'espace comme ça a été avant. De quel droit, en fait? Je parlais de droit. De quel droit on donne ce pouvoir de construire dans un espace qui était créé et d'approprier cet espace, de l'acheter? Est-ce que la terre s'achète? Est-ce que l'air s'achète? Est-ce que l'eau s'achète? Ça, les Indiens d'Amérique te diront non. C'est une aberration. Oui, voilà. C'est là que j'ai vu ça dans un film ou dans un western, que l'Indien ne croit pas qu'on peut acheter la terre. La propriété de ça, de ce qui est naturel. On ne peut pas avoir la propriété de la terre. On ne peut pas avoir la propriété de l'universel. L'universel. Alors du coup, moi, j'ai basé ma conception sur ça. Et du coup, on avait la solution. On avait la solution que ce soit au Maroc, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique, que ce soit un peu partout dans le monde. C'est les tentes nomades. C'est les tentes nomades, c'est une alternative intermédiaire et qui règle tous les problèmes.
Alors du coup, la tente est l'une des premières constructions culturelles de l'Inde pour pouvoir s'y abriter après les grottes. La tente, le khayma. Le khayma, oui, voilà, le khayma. Il était construite par 2-3 éléments hétérogènes qui le bois, une ficelle ou une corde naturelle, ou après des branches ou quelque chose comme ça pour pouvoir juste y habiter. Mais c'est quelqu'un qui a voulu choisir une construction pour pouvoir s'y abriter. Voilà, et après les choses ont évolué. Et cet élément-là qui est extrêmement simple, qui est extrêmement rudimentaire, qui est extrêmement fragile, qui est extrêmement sensible, il a résisté durant toute l'histoire. Ça veut dire, depuis, on a construit des châteaux, on a construit des pyramides, on a construit des tours, on a construit, je sais pas quoi, des villes et tout ça. Et ces villes-là, elles étaient noyées, ces pyramides, elles étaient abandonnées, ces châteaux, ils étaient complètement abandonnés, tout ça. Mais la tente reste toujours un élément d'habitat. Un habitat de SOS aussi, comme un dernier recours. Et maintenant, pratiquement tous les réfugiés du monde habitent dans les tentes. On en revient toujours à la tente. On en revient toujours à cette tente. Et moi, ce concept m'intéresse énormément. Déjà, la tente, dans la construction, il y a des éléments hétérogènes, comme la corde qui est linéaire et molle. Il y a le bois qui est posé au sol et qui va vers le ciel. C'est-à-dire, il est posé sur la nature, sur la terre, et il respecte un petit peu aussi les esprits de la terre. Il va vers le Dieu, vers le ciel ou vers l'esprit. Il crée une résistance aussi, une tension du bas vers le haut et du haut vers le bas. Et de haut vers le bas, il y a des cordes qui viennent s'enraciner par des pieux vers le sol qui puise un peu cette énergie de la terre. Et c'est exactement le mouvement, parce que dans la tente, il y a ce double mouvement, le mouvement horizontal, qui est un mouvement des troupeaux, mouvement des marcheurs et tout ça, et mouvement matériel, naturel, et aussi ce mouvement qui est mystique, qui est dans la transcendance, qui est vertical, vers le sacre. Et moi, ce double mouvement, une qui est mystique et l'autre qui est matériel, m'intéresse énormément parce que c'est ça l'équilibre en fait. C'est la combinaison qui fait l'équilibre. Et du coup, les gens quand ne se sentent plus les bienvenus, sont plus acceptés dans cet terrain parce qu'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'herbe, il n'y a plus quelque chose, où il y a une bagarre entre familles, où il y a, je sais pas moi, il y a un mauvais esprit. Les gens s'installent ailleurs, ils laissent la terre se régénérer et reprendre un petit peu son souffle, et reprendre un petit peu son calme. Mais les choses sont plus possibles maintenant parce que il y avait les frontières, il y avait les clans, il y avait les villes, il y avait les régionalismes, il y avait la décomposition des terrains, il y avait l'appropriation aussi des terrains et que les gens sont obligés d'être sédentaires malgré eux dans un endroit qu'ils n'aiment pas ou des endroits, ils sont obligés de rester dans un endroit. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, parce qu'ils n'ont pas le choix. Et du coup, ça déséquilibre cet équilibre naturel qui était basé sur ces deux éléments du horizontal et vertical. Et du coup, les gens deviennent un peu, je sais pas, je dirais, deviennent un peu dénaturels, ils deviennent un peu de notre nature. Pourquoi? Parce qu'on leur a enlevé quelque chose du fond d'eux-mêmes. On a enlevé ce désir de déplacement, on a enlevé cette liberté, on a enlevé une pièce maîtresse et on les a obligés. Et du coup, ils passent à côté de la vie, on passe à côté du bonheur, on passe à côté du respect, on passe à côté de tout. C'est notre cas, c'est mon cas. Et c'est le cas surtout de ces gens là que j'avais découvert par hasard au mois de décembre, au mois de janvier de 90. Je suis venu en vacances chez moi, ici à Tangemet. À l'époque, ça s'appelait Ouadraouen. C'est encore Ouadraouen pour moi. Et j'avais trouvé des morceaux de passeport et de carte d'identité calcinés. Brûlé, calciné dans un foyer de feu comme ça. Et après, j'ai demandé à un cousin qui était mon ami, tout ça, et qu'est-ce que c'est? Il m'a dit harraga. C'était la première fois que j'entendais ce mot. Il m'a dit, c'est quoi harraga? Il m'a dit, c'est des gens qui brûlent, qui calcinent leur papier d'identité, et comme ça, quand ils sont en France, en Europe, en Italie, surtout en Europe, on ne sne sait pas d'où ils viennent. On ne les revoit pas. Ça veut dire qu'ils perdent leur identité pour pouvoir gagner du temps. Et moi, j'étais en quête de sujets. Ça, c'était au mois de décembre, et c'est là où il fallait déposer les sujets de projet de fin d'études. J'étais en quête de sujet et du coup, avec cette Mendil, cette deuxième peau, quelqu'un qui brûle son identité et pour perdre du temps et gagner du temps avec 4 ans d'études de philosophie, d'esthétique, de l'art, de concept, et du coup, moi j'avais la chair de poule à l'époque et je l'ai même maintenant. Et en rentrant à l'école d'Angers, je me suis mis à construire une tente. Déjà pour des raisons parce que j'avais pas assez de budget pour pouvoir faire des toiles, pour pouvoir faire la peinture, pour pouvoir produire mes travaux parce que ça coûte très très cher. Alors du coup, j'ai basé la création de mon travail d'installation parce que c'était un choix par nécessité qu'un choix esthétique. Et après, il est devenu un choix esthétique parce que le sujet correspondait énormément. Je travaillais un peu sur le déchet, c'est-à-dire j'ai ramassé les pierres, j'ai ramassé les bouts de bois. J'avais pris une brouette de l'école et je traversais toute la ville pour aller au Mans, la rivière qui traverse la ville. Et là, je ramasse le bois, je ramasse les pierres, je ramasse des branches cassées et je traverse avec ma brouette tout le centre-ville pour aller à l'école. Et après, faire des installations un petit peu absurdes, basées sur la tension, basées sur les tentes d'une manière un peu très maladroite. Et les profs me regardaient d'une
d'une manière, il m'a dit, écoute, c'est intéressant cette performance que vous êtes en train de faire, mais on ne comprenait rien, mais on voit que vous êtes passionné et c'est bien, je veux dire, continuez. Et une fois, ils m'ont coincé parce que je voulais pas dévoiler un peu mon sujet. Une fois, deux profs m'ont coincé un peu dans la bibliothèque et je leur ai dit, voilà, c'est mon sujet, et c'est eux qui m'ont encouragé, ils m'ont dit, c'est un très très bon sujet et c'est vraiment très très fort. Et après, il y a ce vice de savoir-faire qui m'emmerde. Je voulais pas m'en débarrasser, je peux pas m'en débarrasser parce que il fallait toujours avoir un crayon à la main et j'avais vraiment un crayon à la main. C'est une valeur sûre. Voilà, c'est une valeur sûre. Alors du coup, c'est les dessins des projets ne suffisaient pas, il fallait absolument montrer que je sais dessiner. Et cette fois, le dessin, c'était l'ombre portée. L'ombre portée de mes installations, ça veut dire il y avait l'installation, que ce soit une installation murale, que ce soit une installation spatiale. Et après, je dessinais l'ombre portée des pieux, des toiles, des cordes. Ce dessin d'ombre portée, l'ombre, c'est une notion du temps, une notion d'espace, parce que l'ombre de 8 heures, c'est pas celui de 9 heures, pas celui de 10 heures, pas celui de midi. À une minute près. À une minute près, à une seconde près, l'ombre change. Et la carte d'identité qui était un élément d'opportunité pour passer d'un pays à un autre, passer d'une région à l'autre, c'était une carte qui faisait 8 cm sur 5 ou 5 cm sur 8 ou quelque chose comme ça, et où il y a une ombre qui est incrustée sur papier. Et cette ombre, il y avait une inscription, dessin comme ça, et qui fait de moi, qui m'a donné l'opportunité d'avoir cette chance de traverser. Et les autres ne l'ont pas. Et du coup, il y a des idées de l'ombre, de représentation, de simulacre, de simulation, de vérité, la relation avec la vérité, le réel, l'irréel. Et du coup, j'ai représenté 3 éléments hétérogènes qui est la pierre, le bois, la ficelle qui sont les structures de la tente. Et j'ai fait des constructions en abîme de la tente comme cette tente qui a perdu sa peau. Comme il est calciné. Et vraiment, il est calciné. Au début, je les calcine réellement, mais maintenant, je les calcine avec la couleur noire. Et parfois, je les blanchis avec la couleur blanche, parce que le noir, c'est la couleur de la pétrole et la couleur aussi du feu, enfin, de ce qui reste d'un feu. Et paradoxalement, le pétrole qui crée le feu. Et c'est là où il y a le pétrole, il y a des crises, il y a des problèmes de guerre et tout ça. Et s'il y a déplacement des gens, c'est aussi à cause de ces guerres, à cause de ces crises. Et s'il y a des terrains qui sont considérés plus riches ou moins riches, c'est à cause ou grâce au pétrole. Et ce pétrole aussi qu'on l'a complètement aspiré des tripes de la terre, et que il s'est transformé comme un ombrella noir qui empêche la pluie de tomber, qui empêche. C'est un équilibre un peu naturel, et que même d'une manière un peu métaphorique, que la Terre ne tourne pas rond parce qu'il est complètement vidé de son pétrole, et que puisqu'il tourne pas rond, les gens ne pensent pas d'une bonne manière. Enfin, je veux dire, les gens pensent d'une manière complètement lentille de ce qu'ils devraient penser. Et la réalité du monde confirme ça. Enfin, quand on voit certaines décisions, quand on voit certaines choses qui arrivent, elle dit, écoute, c'est pas possible. Même dans le cinéma, on peut pas mieux faire. Enfin, il y a 30 ans, déjà, tu avais une réflexion anthropologique, écologique. Surtout ça, surtout, ouais. Décoloniale, ouais. Et même décroissante, oui. Économique, on va dire, quasiment. Oui, voilà. Qui, 30 ans ensuite, aujourd'hui, s'avère d'une pertinence terrible. Oui, et du coup, je suis très malheureux parce que c'est vrai que moi, j'ai tardé de devenir artiste. Cette histoire-là date de 92. Je suis rentré définitivement au Maroc en tant qu'enseignant en 93. Et jusqu'en 97, j'ai rien fait. Vraiment, le vide total. Et pourquoi ? Parce qu'il y a déjà ce changement d'espace. Et quand je suis rentré chez moi, la société a beaucoup changé, devenue beaucoup plus matérialiste. Et il fallait vraiment 5 ans pour pouvoir m'adapter. Et entre-temps, je continuais à lire. Et aussi, j'étais enseignant. Et j'étais un enseignant qui était très heureux. Parce que tout ce que j'avais appris en France, à l'école, que ce soit au niveau de l'infographie, que ce soit au niveau du cinéma, que ce soit au niveau de la contemporain, je les inculquais à mes étudiants, je les poussais à réfléchir. L'art, c'est pas un jeu d'enfant. L'art, c'est une attitude, c'est un choix. C'est comme disait Picasso, par rapport à son Guernica. Il a dit, c'est pas une œuvre d'art, c'est une arme de guerre. C'est un engagement. Et moi, je me donne raison parce que ma première exposition, je l'ai fait, j'avais 36 ans, enfin 34 ans. Il fallait attendre 34 ans pour pouvoir arriver à faire une exposition. Et cette exposition, bon, il faut savoir, est-ce que c'est vraiment une exposition? J'ai vraiment fait le tour au niveau des lectures, au niveau de l'histoire de l'art, au niveau des connaissances, au niveau des sensibilités, au niveau des techniques, au niveau de la photographie, au niveau de tout pour pouvoir dire, bon, voilà, je suis prêt. Et surtout, c'était pas l'ego qui me tirait vers le devant. C'était pas l'ego. C'était la volonté de partager. C'était la volonté de m'exprimer. C'est pas vraiment le dire que je suis un artiste. Juste dire que je suis un artiste ou juste pour qu'ils disent que c'est voilà un artiste. Non. C'était une construction. Enfin, beaucoup plus tard, ça veut dire 4 ans plus tard. En 2001, j'étais en Cité des Arts, résidence à Paris. Et par hasard, je faisais un peu les galeries. J'ai rencontré un prof de l'époque d'Angers. Ça m'a fait vraiment plaisir de le voir. On a fait un peu les galeries ensemble. Et il m'a rappelé, il y a une séance que j'avais complètement oubliée. Au moment de ma soutenance, c'est-à-dire quand je soutenais mon diplôme, il y avait un membre du jury, qui était le président du jury. Il m'a dit, Hassan, voilà, il par mon prénom parce qu'il a vu ça sur les fiches. Il m'a dit, comment peut-on être
un artiste marocain, moderne, contemporain. Je ne pourrais pas répondre à ces questions. Bah, c'était une appréciation pour lui, c'était pas une question. Mais j'ai répondu d'une manière un peu violente, vraiment, un peu violente, parce que je dis, s'il vous plaît, moi je suis inscrit en tant qu'étudiant de Beaux-Arts d'Angers. Mon côté marocain, mon côté musulman. Je suis pas un Africain. Voilà, mon côté musulman, mon côté africain, mon côté ça me regarde à moi. Mais moi, regardez-moi en tant qu'étudiant d'Angers. Au Beaux-Arts d'Angers, je suis inscrit comme tout le monde, j'ai payé les mêmes droits comme tout le monde, j'ai les mêmes droits comme tout le monde. Lui, il avait compris, parce qu'il a fait un sourire, et après, il y avait quelqu'un, il m'a dit, écoute, votre travail m'intéresse. Il m'a donné sa carte de visite, il m'a dit, je suis consultant de certaines galeries à Paris, et voilà, vous pouvez toujours venir me voir au mois de septembre, on pourrait faire des choses ensemble. Moi, j'avais pas vraiment cru. Enfin, je dis, c'est trop beau. C'était un petit peu dans l'euphorie de diplôme, avec le stress, avec la fatigue. Au bout de 5 ans, vraiment. Et l'année prochaine, c'est-à-dire, j'étais à Paris, je me suis inscrit à Paris 8, Saint-Denis, cinéma expérimental, avec Patrick Dehaas. Et une fois, je regardais un roman, un livre, tout ça, et je tombais sur cette carte visite. Et je me suis rappelé de lui, il m'a dit, tiens, je vais aller le voir. Et quand je suis allé le voir, il a complètement refusé de me voir, je veux dire, 2-3 tentatives, et après il m'a dit, d'une manière un peu moqueur et tout ça, il m'a dit, reviens me voir dans 10 ans. Enfin, moi je l'ai fait insulter. À l'époque, parce que j'avais pas vraiment, on n'entend pas, on y voit quelqu'un et après on va se balader de cette manière-là. Je suis rentré 3 mois ou 4 mois plus tard, je suis rentré au Maroc, 93, 94, 95, 16, 17, 18, 19, 2000, 2001, 2002, c'était des arts, je rencontre la même personne avec mon prof. Et ça se passe comment? Et après, la prof m'avait rappelé cette histoire parce qu'il se rappelle très très bien et moi je me suis vraiment rappelé et après il me dit reviens me voir. Je dis non, c'est fini monsieur. J'ai déjà donné. Maintenant j'habite au Maroc, j'habite à Tétouan, je travaille à Tétouan, c'est à vous de venir me voir maintenant. Et après on a rigolé, on a changé de sujet, tout ça. Je suis rentré de la Cité des Arts en 2002. 2002 j'avais une exposition qui a très très bien marché d'ailleurs à Rabat, à la galerie Mohamed Fassi, où j'avais vraiment tout vendu. Et après en rentrant, j'ai vu un peu, avec tout l'argent de mes installations, la première fois que je vendais des installations, je crois que c'était les premières installations qui étaient vendues dans l'histoire de l'art contemporain au Maroc. Je sais pas, moi je suis pas historien pour pouvoir dire précisément, mais il y avait un qui faisait des installations avant moi que j'admire beaucoup, c'est le Miliani, Abdelrahman Miliani, qu'on connaît pas vraiment réellement parce que c'est quelqu'un de très discret, mais c'est un très 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 bon artiste. Et en rentrant, je me suis rappelé un petit peu de toute cette euphorie, de tout ce qui est vécu, je dis, oh de la haram. J'avais raison, ce mec. Reviens me voir dans 10 ans. C'était 10 ans exactement, ça veut dire 92, 2002, où je suis tombé pile sur mes pieds en tant qu'artiste. Il avait raison. Oui, il avait raison. Et c'est ce que tu dis à tes élèves. Oui, voilà ce que je dis à mes élèves. Je dis, écoute, il faut se donner le temps. Comme disait François Mitterrand, il faut se donner le temps. Maintenant, les jeunes arrivent artistes avant même de savoir faire. Ils font TikTok, ils font Instagram, ils font du marketing. C'est leur époque aussi. C'est leur époque, c'est ce que je veux dire. Hein. Mais c'est pas parce qu'ils sont dans le ton de leur époque qu'ils ont la maturité nécessaire à faire une œuvre. Ça, c'est le temps, parce que quand on se balade un peu partout en Europe, on rentre dans une église du 15e ou du 14e siècle, on voit des œuvres qui étaient pratiquement mieux que Léonard da Vinci ou mieux que Rubens et tout ça. Et après, on ne connaît pas du tout cet artiste, il n'est pas du tout entré dans l'histoire de l'art. Et pourquoi? Parce qu'il n'était pas le meilleur de son temps, ou il n'a pas arrivé à avoir des mécènes ou quelque chose comme ça pour les mettre en devant de la scène. Ou la bonne place au bon moment. Ou n'est pas à la bonne place au bon moment. Mais tout ça, peut-être dans 100 ans, dans 150 ans, dans 60 ans, peut-être il y a des chercheurs qui vont ressortir ces œuvres-là et leur donner. Et Léonard da Vinci sera moins intéressant que celui-là. Ou certains. Ça veut dire que ça, c'est relatif. Parce que c'est les personnes qui font d'une œuvre d'art une œuvre d'art. S'il y a un nombre de personnes qui peuvent prendre quelque chose de la poubelle et la transformer en œuvre d'art, en écrivant, en mettant, en le valorisant, en bombardant en informations, on va finir par gober ça. Et ça, c'est quelque chose sur laquelle moi je fais beaucoup attention. Je fais vraiment beaucoup attention. C'est pour ça que je travaille en m'amusant. Je reprends toujours Borges. Borges, en français. Quand il disait, moi je travaille avec le sérieux d'un enfant qui s'amuse. C'est pour ça que vous avez raison de dire que je suis exigeant surtout avec moi-même. Parce que je suis très exigeant avec moi-même et si je fais plaisir, je le fais d'abord à moi-même. Il y a d'abord l'initiation à l'art, il y a la formation de l'art, il y a l'expression de l'art, il y a la carrière et après il y a le marché de l'art. Mais bon, j'ai beaucoup de collectionneurs, j'ai collectionné, mais je joue pas le jeu. Et ça, tu le paies cher, mais en même temps, c'est un point positif. Tu ressembles quelque part d'une façon un peu différente, mais assez proche à Khalil El-Kharib, qui refuse c'est un très grand ami. Et je sais que vous êtes très proches et vous respectez éminemment. C'est un adorable personne. C'est quelqu'un d'incroyable. Mais lui, il est complètement immatériel. Moi, il y a 2 jours, j'ai vendu très cher. C'est un collectionneur qui a tombé. Je lui ai même pas dit le prix, c'est lui qui a fait le prix lui-même, qui était plus que ce que j'allais demander.
قرابة بكم لا جنجو باتو بكم لا نانو المساليا محمد رسول الله D'abord, je suis un artiste d'une seule œuvre. Je me considère comme un artiste d'une seule œuvre. C'est-à-dire tout ce que j'ai fait, c'était des séquences d'une seule œuvre. Une déclinaison, une séquence. Un approfondissement. Un approfondissement, c'est une œuvre qui traverse le temps. Dès que j'ai vu tes premières œuvres, tu as décliné cette même œuvre depuis le début. Tu vas en approfondissant, que ce soit les effets de cercle ou les effets d'étirement de fil, et tu vas dans ce... C'est pour ça que je voulais te poser la question si tu es pas quelque part le représentant de Support Surface au Maroc, puisque tu as cette façon, cet engagement contractuel par rapport à ton œuvre et que tu approfondis une vie entière sans déroger, sans t'offrir le droit de déroger à ton propre engagement. Oui, le Support Surface, c'est un moment qui me plaît beaucoup. Enfin, que j'adore ce moment, surtout Pagès, Pincemin, Viala, Boraglio. Enfin, il y a d'autres, je crois que j'avais pas vraiment les noms. Et moi, j'ai beaucoup appris esthétiquement de Support Surface. Mais idéologiquement même. Et même idéologiquement, parce que eux, enfin, j'ai l'impression que il faut un petit peu un prolongement de l'arte povera. C'est-à-dire qu'il y a une recherche esthétique par les matériaux qui font de l'art sans forcer le sens. Que le matériau fait sens lui-même. Toi, tu es plus narratif. Voilà. Moi, mon travail, je travaille 3 éléments que j'ai empruntés de l'Atlante nomade. C'est-à-dire la pierre qui représente pour moi l'humain, qui est une métaphore de l'humain. Parce que la pierre de Tanger, c'est pas celle de Tétouan, c'est pas celle de Casa, c'est pas celle de Marrakech. Et alors, du coup, il a une géographie. Il a une identité. Il a une identité géographique. Alors, la pierre, pour pouvoir se former, pour pouvoir se concevoir, se construire, c'est des millions et des millions d'années. Sinon, des milliards d'années. Alors, du coup, il a une histoire. C'est-à-dire la pierre, c'est comme l'humain. L'humain, il est né quelque part, et du coup, il est héritier de toute une culture, de toute une histoire. Il est témoin de son vivant. C'est-à-dire la période où il a vécu, il est vraiment témoin de son temps. Et la pierre, il est extrêmement sensible aussi. Du coup, c'est la métaphore. Alors moi, la pierre, je la noircis
Alors, on noircit sur la pierre, ça veut dire que on ne sait plus de quelle pierre il s'agit et on ne sait plus de quelle identité il est. Et on ne sait plus est-ce que c'est une pierre ou pas une pierre. Et là, la forme d'une pierre, mais est-ce que réellement c'est une pierre? Là, il y a quelque chose d'intrigant qui s'installe. C'est comme l'humain. Est-ce que l'humain est réellement humain ou c'est juste la forme de l'humain? La question s'installe. Parfois aussi, j'utilise l'ombre portée. Est-ce qu'il y a une matière? Parce que c'est quoi la matière? La matière, c'est toute matière qui a une ombre portée. Et s'il n'a pas une ombre portée, c'est pas matière. C'est la définition physique de la matière. C'est devrait avoir une ombre portée. Et du coup, l'ombre portée, c'est le compagnon de la pierre et le compagnon de l'homme. Et l'ombre portée varie selon le soleil, varie selon le temps, varie selon les secondes. Mais il est toujours attaché à cet humain. Et cette ombre portée, il est imbibé par la terre que l'homme traverse. Et moi, je fais toujours référence à ces marcheurs qui viennent de l'Afrique subsaharienne, aux Maghrébins, ou maintenant des réfugiés, qui traversent tout le continent à pied, en tirant leur ombre quand le soleil est devant, et en poussant leur ombre quand le soleil est derrière. Et quand ils s'embarquent dans une barque de fortune, ils prennent la position de la pierre Frutus, et ils ont leur reflet qu'ils tirent vers le bas sur la Méditerranée. Et la Méditerranée, il y a une horizon qui est complètement plombée. Assez souvent, il y a les gens qui restent accrochés sur cet horizon. C'est comme une horizon barbelée, qui reste accrochée et qui sont souvent mêlés par le goudron de la pollution, par les déchets qui flottent un peu sur la mer. Alors, mon travail, c'est un peu ça. C'est pour ça qu'il y a l'horizon, c'est toujours l'horizon de la Méditerranée, qui a partagé, quelqu'un qui a décidé de partager le monde en deux. Et la pierre avec le poids, c'est toujours l'humain, futus, noir, pour ne pas être accroché par la lumière, mais c'est de lumière qu'il traverse, qui fait creux. Et il pousse cette forme en tant qu'ombre sur le sol ou bien en tant que reflet sur l'eau. Et après, il y a cette verticalité vers les étoiles où cet humain s'accroche à ces étoiles qui sont pratiquement... c'est des étoiles du cosmos, mais pour lui, pour certains, c'est les étoiles du drapeau européen. Et voilà, moi, mon travail il se situe là. Et après, il y a la part du spectateur qui en rajoute de sa sensibilité, de sa connaissance. Voilà. Donc tu as un engagement formel, un contrat avec toi-même qui justement est extrêmement contemporain et support surface dans la continuité dans le temps, mais quelque part aussi, tu te défais de tout ça en ayant une approche très narrative et très symbolique dans ton art, que l'on ne voit pas. Mais... C'est pour ça que je dis j'arrive pas à me débarrasser du crayon. C'est comme dans le cinéma, enfin, tout est écrit. Mais ça, c'est ce qui fait du Hassan Shahir. Voilà. À un moment, c'est que c'est la réunion de ces deux mondes finalement très opposés. Je trouve que déjà dans ma propre culture, rien n'est par hasard et tout a un sens. Ça veut dire que moi, je suis d'origine campagnarde, à 30 km d'ici, un peu moins, et on a une manière de s'habiller. Mais cette manière de s'habiller, elle est complètement conforme à la région, à la culture, à nos traditions, à notre manière de voir les choses. Si on va un peu plus au sud, un peu plus à l'est, ces costumes changent. Et même les couleurs changent, et même les formes changent. Mais ça a un sens. Alors les tapis des Moselle, c'est pas le tapis de Zemmour, c'est pas le tapis de Jdida, c'est pas le tapis de Rabat, c'est pas le tapis de Fès, c'est pas le tapis de Meknès. Ça a une forme et ça a une fonction, mais porteur de message. Alors rien qu'avec les babouches, ou avec les chapeaux, ou avec les mendils, ou avec les djellaba, les babouches d'une jeune fille qui n'est pas mariée, c'est pas les mêmes d'une femme mariée, c'est pas le même d'une jeune maman, c'est pas la même d'une grande-mère, c'est pas la même d'une veuve. Ça veut dire qu'il y a toujours une dimension symbolique. Dans notre culture, il y a toujours une dimension symbolique. Aujourd'hui, on est le vendredi, les gens s'habillent d'une manière. Demain, samedi, ils vont s'habiller. Le samedi, dimanche, sportif, on va s'habiller sportif. Mais il y a toujours un message à porter. Et aussi, ce double sens, ou ce rapport forme-sens, moi, m'intéresse énormément parce qu'il y a toujours un message. Et parfois, le message, c'est le matériel lui-même, comme disait Marshall McLuhan. Message des médias. Et parfois, par exemple, le noir, moi je carbonise, mais le noir, il devient un message. Chacun le lit à sa manière. Le blanc, c'est un message. La forme ronde, c'est un message. La forme linéaire, c'est un message. Horizontale, c'est un message. Et du coup, le spectateur regarde mon travail, il essaie un petit peu de le décortiquer. Et du coup, il fait un effort. Et quand il fait un effort, soit il a mal à la tête, soit il devient plus intelligent, soit c'est comme il a lu un roman, ou il a lu un poème, ou il a vu un film. Et il dit, écoute, ton travail m'intrigue énormément, j'ai fait beaucoup d'efforts pour pouvoir réfléchir, et voilà, les gens me remercient parce qu'ils ont regardé mon tableau. Et moi, je trouve ça, c'est très respectueux, et je trouve ça, c'est ça le vrai message aussi. C'est pas un travail froid, ou un travail fade, ou un travail vide, ou un travail... il y a toujours des lectures, des rélectures. Je laisse beaucoup d'énergie là-dessus. Pourquoi? Parce que j'ai très envie d'utiliser la couleur. Moi, je suis un très bon coloriste. Mais je n'utilise pas la couleur. Ça fait 30 ans que je suis coincé entre 3 formes, pratiquement 4 formes. Parfois, maintenant, je travaille avec les pelles. Avant, je travaillais avec les serre-joints, et parfois, je travaille aussi avec des formes qui sont courbes.
Mais je dis, écoute, j'ai pas encore fait le travail que je devrais faire. Mais tu romprais aussi avec la morale de ton œuvre, l'éthique de ton engagement par rapport à ton œuvre si jamais tu partais dans autre chose. Je traite beaucoup de nomadisme dans mon travail, mais je suis pas nomade dans mon travail. Parce que tu es contemporain. Très imprégné par certains artistes que j'aime beaucoup, comme par exemple Opalka, comme même Burin, Toroni, certains supports surface comme Viala, et même certains artistes comme Lehi, qui ont toujours fait la même chose. Enfin, je dis, engagement. C'est un engagement. Ça veut dire que je suis pas un artiste de mode. C'est-à-dire à chaque fois où il y a une mode, quelque chose qui est à la mode, je fais avec. Tu as eu un positionnement par rapport au marché, par rapport au discours sur l'art qui est parti en vrille, et par rapport à ta propre œuvre, qui est d'une solidité sans nom, sans faille. La reconnaissance, je l'ai. Enfin, je l'ai, la reconnaissance. Là. Personne ne le nie, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est le rôle que je joue dans ma société. Est-ce que je suis utile dans ma société? Et à ton avis? Je sais pas. Qu'est-ce que pensent tes étudiants? Mes étudiants, avec mon exigence, avec mon caractère, avec ce que je leur demande de faire, de les pousser, c'est autre chose. Il y a de moins en moins de cohérence entre nous, mais c'est peut-être un conflit de génération aussi. On a quasiment 40 ans de différence. Oui, et puis je pense qu'il y a aussi un conflit de génération avec les galéristes, c'est un autre monde que celui que tu as connu. J'arrive pas à m'adapter. Peut-être que j'arrive pas à m'adapter. J'arrive pas à m'adapter parce que... Mais c'est une qualité de ne pas s'adapter à un monde qui... Oui, je sais pas. Van Gogh n'a jamais vendu. Gauguin, je crois très peu. Cézanne encore moins. Mais c'est mes références, c'est mes profs, c'est mes maîtres. C'est pas Jeff Koons. C'est pas Jeff Koons. Voilà, chacun a sa manière de voir. Ça, c'est mes idées, c'est mes pensées. Je reste ouvert. Je suis assez présent dans le marché de l'art, dans les collections, mais je me sens très heureux d'y être, mais c'est pas parce que je coûte cher. D'y être parce que les gens ont aimé ce que je fais. Pour boucler la boucle, tu as quand même un discours très décolonial. Mais on te demandait du pittoresque, tu l'as refusé. Je te demande quelle est ta place dans l'histoire de l'art marocain, en extrayant l'histoire de l'art marocain de l'histoire de l'art en général. Et tu fais très très bien, et c'est un peu par provocation de mon côté, mais tu fais très très bien de ramener les choses à leur place. Mais quand même, tu ramènes tout ton univers, Ghibli, du Détroit. Oui, ça c'est ma fierté. Voilà. Ça c'est ma fierté. Dans un cadre qui est extrêmement, finalement, de tendance occidentale, mais tu ramènes tout ton univers de jeunes Marocains du Nord, avec une puissance symbolique extrêmement forte. Oui. On est au niveau de Belkaya, là. C'était un très grand ami. Je l'avais rencontré plusieurs fois, on avait discuté tout ça, mais lui c'est l'important, en fait. C'était l'unique, c'était le Farid. Enfin, au niveau de Détroit, au niveau de Dalia ou Adrajmel, au niveau de Djibouti, c'est vrai. Mais il y avait deux choses complètement différentes. D'abord, pour être moi-même, il faut que je sois quelque part. Et c'est valable pour tout le monde. Pour être quelqu'un, il faut être de quelque part. Moi, je suis de quelque part.
Et du coup, je pars du microcosme vers le macrocosme. Alors, si on va se balader à côté du Dalia, Ouad Ramel, voilà, à Dalia maintenant, parce que Ouad Ramel c'est fini, enfin maintenant c'est Tanger. Vous allez rencontrer, je crois même à cette heure-ci, rencontrer des jeunes marins, tout jeunes marins, qui sont en train de ficeler les pierres avec du nylon et les met dans les barques pour plomber les filets. Moi, c'était ma référence visuelle. C'est de là où je suis parti. Voilà, c'est de là où je suis parti. Et il y a autre chose, c'est que ma famille, bon, il est peut-être arabo-andalou, peut-être rifano-arabo-andalou, je sais pas, parce que moi je suis pas de l'anthropologie. Enfin, j'ai mon frère qui s'intéresse à ça, mais moi je m'en fous complètement. Mais dans ma région, il y a une certaine fierté. Et ici même à Tanger, vous allez croiser que les gens sont très fiers. Surtout les Jiblis, tu vois, avec un djellaba, tout ça est très fier. Même quand il fait l'aumône, quand il demande la charité, il le demande il te regarde dans les yeux, il te dit, c'est comme un ordre, donne-moi, c'est comme un ordre. Et ça vient de très très loin, ça vient du 11e siècle, quand Youssef ibn Tchachafin a traversé de Sarsren pour aller donner un raclé aux Espagnols, aux Cristianos de Castellanos. Quand il est revenu, il est resté très longtemps ici, il est resté presque 3-4 mois, je sais pas, c'est les historiens qui peuvent très bien expliquer. Et après, il a ramassé toutes les tribus autour de lui et ça, il les a enfin, en termes d'impôts. Affranchi. Oui, voilà. Ça veut dire qu'ils ne sont pas obligés de payer les impôts. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en confrontation avec l'ennemi comme ils sont en guerre. Enfin, c'est comme ils sont en croisade. Et du coup, il leur a donné une valeur comme quoi ? Parce que 14 km de l'Espagne, c'est pratiquement les protecteurs du pays. Alors du coup, les gens qui habitent un petit peu cette zone-là, ils ont cette fierté qu'il est le protecteur. Et il y a autre chose, il y a une communauté très très grande qui apprennent le Coran par cœur. Et leur dialecte, il y a beaucoup de mots de arabe classique. Et le fait d'apprendre le Coran par cœur, de protéger la religion, de protéger le Coran, de protéger les pays, parce qu'ils sont vraiment sur la côte. Moi, je suis pas né ici, je suis pas vécu ici, mais j'ai hérité un peu ça de ma famille, enfin surtout de mes parents. J'ai hérité cette espèce de engagement, fierté et dignité, voilà, exactement. Cet engagement, fierté, dignité, et c'est aussi ce partage. Puis un grand sens de la résistance dont on a vraiment besoin dans des périodes où tout se vend et tout se vend n'importe comment. Ce 13e épisode de Détroit était consacré au plasticien, sculpteur, installationniste tétouanais Hassan Eshahir, enseignant aux Beaux-Arts de Tétouan et troublion du débat artistique au Maroc. Entretien réalisé en décembre 2022 à sa base house, dans la Médina de Tanger, la Casbah. Merci à Royal Amin, Youssef El-Bakali, Jawad, Zakaria et Mehdi de nous avoir si aimablement et si généreusement reçus. Numéro bricolé par Philippe Guiguet-Bologne, tout droit réservé. Merci à Omar Mtiwi pour les musiques des génériques, solos de lutte, extraits de son album Andalousie, ainsi qu'à l'ensemble Ibn Arabi et à Dargnawa de Tanger. Les musiques d'accompagnement ont été gentiment empruntées à la confrérie Aïssawa pour l'enregistrement d'une raïta, à Joachim Kuhn avec son 1, 2, 3 Out of the Desert et à Driss Maloumi avec ses percussions Maroc, l'âme dansée, toutes les trois choisies par Hassan Eshahir.